J'espère que Trump ne verra pas d'objection à ce que je garde mon ruban sur l'Ukraine à la gauche enfin, à l'endroit de mon cœur, n'est-ce pas? Hein. Ou Dee Vance, là, Dee Vance, je ne sais pas comment il s'appelle, là, Dee Vance, là, le vice-président, lui. Alors, lui, c'est vraiment un scumbag, hein, comme on dit en anglais. Hein. Franchement, des mecs comme ça, putain. Le discours qu'il a fait à Munich, je ne comprends pas les dirigeants de l'Europe, ils auraient dû se barrer de la salle. Moi, je ne comprends pas qu'ils supportent un discours comme ça jusqu'à la fin. Qu'ils se barrent. Quant à Trump, on ne sait pas. Est-ce qu'il est complètement idiot ou est-ce qu'il est frappé de démence sénile? On ne sait pas. Qu'il soit moral, on le savait déjà, mais bon. Après, Trump, il a été élu. Donc ça montre quand même l'état d'esprit des Américains, quoi. Et jusqu'aux midterms, il va nous emmerder à pied à cheval en voiture. Mais d'ici les midterms, il aura fait suffisamment de dégâts pour altérer de façon irréversible les relations internationales. Hein. Voilà ce qui arrive quand qu'on met au pouvoir des démagogues. On va pouvoir parler de ça aujourd'hui avec la sophistique. Vous verrez que les considérations sur la sophistique sont très actuelles quand il s'agit de la politique et du droit. Donc, section 2 de ce chapitre consacré aux présocratiques, la sophistique. J'attire l'attention de l'aimable auditoire sur le fait que la partie du cours écrit va désormais, qui est mise en ligne sur Agora Assas, va désormais jusqu'à la fin de cette section 2. Hein. Euh, bon, je dis la sophistique parce que je ne sais pas trop comment intituler cette section 2. Est-ce que je dois dire les sophistes ou la sophistique? Parce que la sophistique n'est pas une école. Hein. Ce n'est pas comme l'académie de Platon ou le lycée d'Aristote ou le jardin d'Épicure. Ce n'est pas une école, c'est un certain nombre de personnages qui appartiennent à une certaine mouvance. C'est un mouvement, pas un parti, comme dirait l'autre. Hein. Mais en fait, c'est une mouvance, ce n'est pas une école. En fait, jusqu'à présent, euh, ce qui restait à la postérité, c'est que les sophistes sont des personnages douteux qu'il convient de ne pas trop fréquenter. Euh, ils traitent une réputation en quelque sorte sulfureuse, mais ce n'est pas tout à fait le cas, de façon en tout cas unanime, à Athènes. Il faut d'abord qu'on parle de la mouvance sophistique, du mouvement sophistique dans un paragraphe 1, assez rapide, et ensuite on parlera de la pensée sophistique dans un paragraphe 2, en insistant naturellement sur la pensée juridique des sophistes. Donc en fait, jusqu'à la première moitié du 5e siècle avant Jésus-Christ, paragraphe 1, le mouvement sophistique, paragraphe 1, le mouvement sophistique, jusqu'au milieu du 5e siècle avant Jésus-Christ, la philosophie s'était assignée pour tâche la recherche de la vérité. Il y avait un lien fait entre la philosophie et la recherche de la vérité chez tous les penseurs présocratiques de l'époque, qu'il s'agisse d'Héraclite d'Éphèse, qu'il s'agisse de Parménide d'Élée, qu'il s'agisse d'Héraclite d'Éphèse, qui était, comme vous le savez, un philosophe habitant une ville sur la côte d'Asie mineure, mais une ville grecque, qu'il s'agisse de ce qu'on a appelé les Éléates, c'est-à-dire des philosophes euh, qui avaient prospéré au sud de l'Italie et en Sicile. Élée était une ville du sud de l'Italie, et c'est là que se trouvait le siège en quelque sorte de l'école des Éléates, dont le chef de file était un, un individu nommé Parménide, dont on a conservé un poème. Et qu'il s'agisse de Parménide d'un côté, d'Héraclite d'Éphèse de l'autre, qu'il s'agisse de Pythagore avant eux,
toutes ces personnes-là euh, fondaient leur philosophie sur la recherche d'une vérité absolue, si ce n'est qu'ils n'étaient pas d'accord sur cette vérité, ni sur les moyens de la découvrir. On n'a pas parlé de Parménide dans les présocratiques, mais on a parlé d'Héraclite d'Éphèse, on a développé sa philosophie, mais Héraclite d'Éphèse n'était pas seul, il y en avait d'autres. Je cite Parménide et Héraclite, mais je pourrais citer Anaximandre ou d'autres philosophes, Zénon d'Élée et bien d'autres philosophes encore. Donc, ce qui se passe à partir du milieu du 5e siècle, c'est qu'il y a une évolution de la pensée grecque sous l'influence d'un certain nombre de facteurs dont on va parler dans un grand A avant d'évoquer les caractéristiques essentielles du mouvement sophistique dans un grand B. Je rappelle que dans le cours écrit, ce qui est en petit caractère est censé être moins important que ce qui est en gros caractère. C'est un peu les états des questions chez Jean Carbonnier, n'est-ce pas? Mais à un échelon plus modeste, n'est-ce pas? D'accord. Vous savez, il y a toujours des états des questions en petit caractère chez Carbonnier. Donc, beaucoup de gens ont imité le procédé, hein. Donc, moi, je n'appelle pas ça état des questions parce que ça ferait vraiment trop. Les gens sont inimitables par définition même, et donc ça ne sert à rien d'imiter les gens servilement, hein. Mais voilà. Donc, grand A, facteur d'apparition du mouvement sophistique. Grand A, facteur d'apparition du mouvement sophistique. Donc, au milieu du 5e siècle avant Jésus-Christ, il y a à cette apparition du mouvement sophistique deux facteurs, deux ordres de facteurs, dirons-nous. Un facteur politique et social, petit 1, et un facteur intellectuel, petit 2. Un facteur politique et social, petit 1, un facteur intellectuel, petit 2. Je vais trop vite, tout ça va. Premier semestre, j'avais des étudiants de deuxième année, hein, à Melun, donc le cours de droits et obligations, il fallait que. Monsieur, vous allez trop vite, ralentissez. Mais maintenant, il me demande mon cours écrit, parce que je ne suis pas au second semestre. Il dit, Monsieur Martin, finalement, votre cours écrit sur droits et obligations, il était très bien. Est-ce que vous ne pourriez pas nous envoyer la suite pour le deuxième semestre? Je dis, le deuxième semestre, c'est Monsieur Piazon qui le fait. Donc, je ne veux pas faire le cours écrit de Monsieur Piazon. Je pense que ce serait tout à fait indélicat, hein. Donc, contentez-vous du cours écrit du premier semestre. Du reste, il va beaucoup plus loin que ce que j'ai traité au premier semestre. Mais apparemment, les cours écrits, c'est plébiscité par les étudiants, hein. Alors, en droit des obligations, il n'y a pas beaucoup de risques parce qu'on n'a pas besoin, on n'est pas vraiment très originaux, quoi, hein. On se repompe les uns les autres. Alors après, il y a quand même, on ajoute toujours de son cru, hein, bien sûr, mais on approfondit. Mais voilà. En philosophie du droit, c'est plus délicat parce qu'effectivement, le cours de philosophie du droit écrit, vous ne trouverez l'équivalent nulle part de ce cours. Il n'y a pas d'équivalent. Moi, je n'ai pas repompé d'autres manuels, hein. Je fais en fonction de ce que je sais, de ce que j'ai appris dans mes lectures. Je ne m'inspire pas d'un manuel de philosophie du droit pour faire. De temps en temps, il y a une inspiration peut-être de chez Villet, mais par rapport à Villet, je me suis quand même beaucoup affranchi. Déjà, je pense que je connais mieux la philosophie grecque qu'il ne la connaissait. Il n'était pas helléniste, hein, il était latiniste. C'était un grand penseur, hein. Je ne suis pas un grand penseur. C'est un grand penseur, mais il y avait des secteurs de la pensée philosophique qu'il connaissait mieux que d'autres. Moi, par exemple, ne me demandez pas de vous parler de saint Thomas d'Aquin, je n'y connais rien. Je m'en fous. Tandis que Villers, c'était saint Thomas d'Aquin, saint Thomas d'Aquin. Je me souviens, ces réunions qui se tenaient le mardi soir au Centre de philosophie du droit à l'époque, c'était au Panthéon. J'y assistais régulièrement, donc c'était. Enfin, donc quelqu'un faisait une communication sur un thème qui avait été choisi pendant l'année. Après, il y avait les marxistes qui intervenaient pour dire oui, mais tout ça, mais Marx a dit et Engels a dit, bon, voilà. Après, il y avait comment il s'appelait, je ne sais plus, j'ai oublié son nom. Kaganovich, non, ça c'était un dirigeant soviétique.
Enfin, un mec comme ça, qui intervenait, on ne comprenait rien. Bref. Bon. Villet lui donnait la parole, il donnait une parole différente. Il y avait Henri de Batifolle qui intervenait, lui, il était très sympa. Il était vraiment un type absolument charmant. Donc, Henri Batifolle intervenait. Ensuite, bon, les marxistes. Ensuite, ce type qui avait un nom polonais, russe, je ne me souviens plus de son nom. Et puis ensuite, Michel Villet terminait les débats en disant oui, mais tout ça, mais il y a quand même la somme théologique de saint Thomas d'Aquin, il faudrait quand même y penser, etc. Donc, c'était un peu, les débats étaient un petit peu figés quand même parce que ça tournait autour des mêmes questions. C'était assez, mais ça s'expliquait par la personnalité écrasante de Michel Villet. Hein. Parce que c'était non seulement un grand penseur, mais il avait une personnalité écrasante. Donc, il faisait des disciples, même sans le réclamer, il faisait des disciples. Hein, en fait. Mais il invitait quand même des marxistes pour que ça fasse une coloration un peu diverse. Hein. Tandis qu'Henri Batifolle était plutôt un éclectique. Le livre d'Henri Batifolle, qui s'appelle Problème de base de philosophie du droit, que j'ai cité dans la biographie, j'ai dit ce que j'en pensais. C'est-à-dire, je me souviens qu'une fois, Emmanuel Gaillard, paix à son âme, m'avait dit on n'y comprend rien à son bouquin. Et en réalité, son bouquin, c'est vrai qu'il ne se dit pas comme ça, comme un roman. Il ne se dit pas comme un ouvrage comme Pierre Hadot. Et en plus, c'est un ouvrage qui repose sur des sources secondes. C'est-à-dire qu'Henri Batifolle, c'est pas, s'il parle de Kant, c'est à travers les lectures de commentaires sur Kant. S'il parle d'Aristote, c'est à travers des lectures de commentaires sur Aristote, etc. Donc il n'est pas aux sources premières, il est aux sources secondes. Ça, c'est vrai. Parce que c'était un juriste avant tout, un internationaliste, comme vous le savez. Il écrit aussi un livre qui est très célèbre en droit international privé qui s'appelle Aspects philosophiques du droit international privé, qui a été réédité chez Dalloz, dans la collection Mémoire du droit. Mais lorsque vous faites abstraction du fait que ces sources sont secondes et que vous regardez le texte, c'est vraiment, son livre est très intelligemment fait. C'est vraiment quelqu'un d'intelligent. Hein. Il y a des notes en bas de page, comme chez tous les juristes, qui sont très, très intéressantes, en fait. C'est un ouvrage qui est très enrichissant. Beaucoup plus enrichissant que les ouvrages de Paul Rouguet sur la théorie générale du droit ou de Bergel sur la théorie générale du droit. C'est vraiment un ouvrage d'une grande qualité. Il est malheureusement épuisé. Moi, je l'ai chez moi parce que je l'avais acheté quand il est paru, mais voilà. Ça fait partie des ouvrages que je considère comme, en dépit du manque de culture philosophique première de l'auteur, ça fait partie des ouvrages que je classe parmi de très bons ouvrages. Comme j'ai dit, dans les ouvrages, il y a les ouvrages de Michel Villet qui sont remarquables. Il y a l'ouvrage de comment s'appelle-t-il? L'allemand là qui écrit en anglais, là, qui a écrit Legal Theory ou Law Theory. Comment s'appelle-t-il? euh, Diable, diable. Friedman, Wolfgang Friedman. Le titre de son ouvrage, c'est Legal Theory, mais c'est un ouvrage de philosophie du droit. Ça, c'est un très bon ouvrage, ça, qui a été réédité 5 fois. Il y a 5 éditions. Et vous pouvez le trouver à la bibliothèque d'Assas, comme je vous l'ai dit. Et il n'est jamais emprunté, soyez tranquille. Il n'est jamais emprunté. La seule personne qui a dû l'emprunter en 20 ans, c'est moi. Donc voilà des ouvrages de grande qualité. Mais les Précis d'Alloz de M. Sébastien Neuville et non, le Précis d'Alloz de M. David Monrouin et le Précis d'Oma de M. Neuville sont de très très bons ouvrages. Hein. Mais ce ne sont pas des ouvrages d'histoire de la philosophie du droit, ce sont des ouvrages qui couvrent vraiment tous les auteurs en fait. Donc forcément, ils passent assez rapidement. Par exemple, l'ouvrage de M. Monrouin, c'est un ouvrage très très intelligent. Hein. Mais bon, évidemment, ça n'a rien à voir avec mon cours parce que M. Monroy, il ne connaît pas la philosophie grecque comme je la connais, ça c'est sûr. Mais il a réussi à faire une synthèse que je serais bien incapable de faire sur la philosophie du droit. Hein. Et Neuville, c'est pareil. Donc, c'est quand même des ouvrages qui méritent d'être feuilletés quand on veut avoir un aperçu sur tel ou tel auteur. Si vous voulez avoir un aperçu sur Rawls, par exemple, si vous voulez dans ce ouvrage-là, vous allez l'avoir. Hein. Et ce sera très intelligemment résumé. Donc, pour revenir aux facteurs, donc, on a deux ordres de facteurs, facteur politique et social, petit 1, et facteur intellectuel, petit 2. Facteur politique et social, je vous en ai déjà parlé. Le milieu du 5e siècle avant Jésus-Christ,
ça coïncide avec la fin des guerres médiques qui avaient opposé les cités grecques à l'empire mède, c'est-à-dire à l'empire perse. Et dans ces guerres médiques, Athènes avait joué un rôle prépondérant, éminent, et donc la fin des guerres médiques coïncide avec un triomphe d'Athènes qui est considéré comme un modèle par les autres cités et qui en plus euh, ponctionne les autres cités grâce au fameux trésor de la Ligue de Délos, c'est-à-dire que soi-disant pour entretenir la flotte grecque, il fallait de l'argent, donc il y avait un impôt qui était imposé par Athènes sur les autres cités grecques. Et Athènes en a profité pour s'en mettre plein les fouilles, bien entendu, et pour utiliser une partie de cet argent à sa prospérité. Donc la domination d'Athènes sur les autres cités grecques, à l'exception de Parthe, est une domination de type impérialiste. Par ailleurs, Athènes, comme vous le savez, c'est le berceau de la démocratie, pour utiliser une expression galvaudée. C'était une démocratie directe. Je vous recommande à cette occasion le petit livre dans la collection Point de Claude Mossé, Athènes, naissance d'une démocratie, un livre formidable, 3 euros d'occasion. Pas comme les manuels de droit, ça ne coûte pas 40 euros. Athènes, naissance d'une démocratie, donc ouvrage absolument remarquable. Et donc, euh, Athènes, contrairement à Sparte, où un régime oligarchique était installé, Athènes était une démocratie, même une démocratie directe. Et donc, qui dit démocratie, comme l'explique avec regret Platon dans le 10e livre de la République, qui dit démocratie dit licence et individualisme. Platon n'était pas un démocrate, comme vous le savez. Le point de vue de Platon, c'est que les gens sont incapables de se gouverner eux-mêmes, ils sont trop stupides. Donc il faut quelqu'un qui décide à leur place. Tandis que la démocratie, c'est exactement le contraire. Les gens sont considérés comme assez matures et assez intelligents pour décider pour eux-mêmes. C'est comme ça qu'ils élisent Trump. Et donc, puisque c'est l'apogée de la démocratie athénienne sous l'égide du grand homme politique du 5e siècle, qui est Périclès, dont vous avez tous entendu parler, auquel Shakespeare a consacré une pièce de théâtre. Ça fait partie des pièces de Shakespeare, disons, historiques, hein, qui mettent en scène des personnages historiques, Périclès, Henri VI, il y en a eu d'autres. Euh, Brutus, je ne sais plus comment est le nom de la pièce, Jules César. Le nom de la pièce, c'est Jules César, mais c'est Brutus qui est en scène, en fait. Et des pièces comme ça, ce sont des pièces historiques de Shakespeare, hein. Et donc, ce Périclès avait une maîtresse qui s'appelait Aspasie, dont vous avez tous entendu parler, dont les mauvaises langues prétendaient qu'elle était une ancienne hétaïre. Mais bon, c'est sujet à discussion parce que Périclès avait des ennemis, évidemment. Et Aspasie réunissait dans son salon les intellectuels de l'époque. Et les intellectuels de l'époque, c'était des philosophes et c'était des sophistes. Donc c'est dans ces salons d'Aspasie que Protagoras pouvait mettre en doute l'existence des dieux, par exemple, euh, ou formuler ou exprimer des formules audacieuses comme celle sur laquelle nous reviendrons tout à l'heure, l'homme est la mesure de toute chose, hein. Il ne se serait pas permis de tenir des propos du genre je ne sais pas si les dieux existent sur l'agora, parce que, ou que l'homme est la mesure de toute chose. Les Athéniens en auraient souri s'ils avaient entendu de tels propos, à moins qu'ils n'aient été tentés de traîner Protagoras devant les tribunaux pour impiété. Ça pouvait être dangereux dans une cité comme Athènes de mettre en doute l'existence des dieux. C'est d'ailleurs ce qui a fini par arriver à Protagoras, dont les livres ont été brûlés et qui a été exilé, hein. Et vous savez qu'un des chefs de l'accusation, un des triples chefs d'accusation dirigés contre Socrate, c'était de ne pas croire aux dieux de la cité. Mais lui, il a dû boire la ciguë, par contre. Donc,
Qui dit démocratie dit individualisme et dit aspiration au bonheur individuel. C'est-à-dire qu'il y a un relâchement du lien collectif et chacun aspire à la réussite sociale et individuelle. Et donc, on aimerait bien trouver des gens qui vous expliquent comment devenir des coachs de vie en quelque sorte, hein. Donc, il fallait trouver des coachs de vie, mais à l'époque, c'était les sophistes, voilà, qui allaient vous expliquer les moyens de réussir. Comment réussir dans la vie politique, dans la vie sociale et dans la vie de famille, voilà. Ça, c'est pour le facteur politique et social. Un second facteur qui explique l'apparition du mouvement sophistique, petit 2, c'est le facteur intellectuel. Et je répète, c'est en petit caractère dans le cours, tout ça, donc voilà. Ça, c'est un peu comme du roman, voilà, ça ne s'apprend pas, hein. Facteur intellectuel, c'est-à-dire qu'on assiste vers le 6e et le 5e siècle avant Jésus-Christ à une éclosion de la spécialisation scientifique et technique. De la spécialisation scientifique et technique, c'est-à-dire que on a la naissance de disciplines scientifiques ou techniques comme les mathématiques et l'astronomie avec Thalès et Pythagore, comme la science militaire avec Xénophon. Xénophon était un élève de Socrate, un disciple de Socrate, mais Socrate a prétendu dans l'apologie de Socrate qu'il n'avait pas de disciple, donc disons quelqu'un qui suivait les leçons de Socrate, et c'était par ailleurs un général. Et donc il a écrit différents traités qui sont bien connus de tous les hellénistes. Il a écrit un traité sur l'art équestre, il a écrit également un traité sur l'art de la guerre. Euh, et puis, c'est également l'époque d'Hippocrate, donc la naissance de la science de la médecine. Et enfin, c'est également à l'époque l'apparition et le développement de la science historique, avec des historiens très fameux, Hérodote, d'une part, et le fameux Thucydide, que son histoire de la guerre du Péloponnèse a immortalisé. Parce que l'histoire de la guerre du Péloponnèse, ce n'est pas juste une platitude, ce n'est pas une reproduction factuelle et plate d'événements historiques. Ce qui est intéressant chez Thucydide, c'est qu'il s'intéresse au mobile ressort des acteurs de l'histoire. Donc c'est une histoire, mais une histoire qui a une ambition bien supérieure au seul fait de relater des événements historiques. Il écrivait sur une histoire récente, parce qu'il écrit sur l'histoire de la guerre du Péloponnèse. La guerre du Péloponnèse, il en est contemporain, en fait, hein. La guerre du Péloponnèse, c'est la guerre qui a opposé Sparte et Athènes à partir du milieu du 5e siècle avant Jésus-Christ, puisque l'hégémonie que Athènes exerçait sur les cités grecques n'avait pas été vue d'un bon œil par d'autres cités grecques, et notamment par Sparte. Et ça finit par déboucher sur une guerre entre Athènes d'une part et Sparte de l'autre, la fameuse guerre du Péloponnèse, qui s'est terminée à la toute fin du 5e siècle avant Jésus-Christ par la défaite d'Athènes et la mort de la démocratie, en tout cas la mort provisoire de la démocratie. Donc, comme il y a une éclosion de sciences spécialisées comme celle que je viens de citer, il y a donc un savoir spécialisé. On recherche des gens qui sont capables d'instruire les autres dans ce savoir spécialisé. Et donc, comme un peu à notre époque moderne, les questions de méthode et l'aspect formel du savoir deviennent prépondérants. C'est un peu comme aujourd'hui. Vous avez des facultés dans lesquelles on enseigne un savoir spécialisé. Bien pire d'ailleurs, un savoir qui est, comment dirais-je, asservi aux besoins économiques et professionnels extérieurs. On fait des diplômes parce qu'il y a de la demande.
diplôme de droit parce qu'il y a de la demande. C'est-à-dire qu'on doit avoir en vue euh, euh, le fait qu'on est assujetti à des gens qui sont à l'extérieur de l'université et qui vous expliquent quels sont les besoins euh, que le monde économique et social a des gens qu'on forme à l'université. Donc, il ne s'agit pas de former intellectuellement les gens, il s'agit d'en faire des tondeuses prêtes à l'emploi, des tondeuses à gazon prêtes à l'emploi, comme si on allait chez Bricorama. Hein. Vous avez un discours dont je donne le lien dans le plan de cours, j'en parle ici, je pourrais en parler à un autre moment donné. C'est le fameux discours du rectorat de Heidegger. Je ne sais pas si vous entendez parler de ce discours. Je vous donne un lien vers une traduction française parce qu'en allemand, vous auriez du mal. C'est le fameux discours du rectorat, dont le véritable titre est l'auto, die Selbstbehauptung, ça veut dire l'auto-affirmation de l'université allemande. Selbstbehauptung, ça veut dire littéralement auto-affirmation, mais ce n'est peut-être pas le titre que retiennent les traducteurs français. L'auto-affirmation de l'université allemande. C'est un discours qu'il a prononcé alors qu'il venait d'être nommé rectorat le 17 mai 1933. Donc c'est un discours qui est à la fois, on peut dire, grandiose et désastreux, puisque évidemment, c'est un discours dans lequel il explique que nous sommes à un tournant, l'Allemagne est à un tournant historique, et que grâce au Troisième Reich, on va enfin revenir à ce qui doit être l'essence de l'université. Hein. Donc de ce point de vue-là, le discours est totalement désastreux. Hein. Mais du point de vue de son caractère grandiose, c'est un discours dans lequel il explique que les universités doivent revenir, l'université doit s'auto-affirmer, Selbstbehauptung, l'université doit s'auto-affirmer, c'est-à-dire qu'elle doit s'affranchir de son avertissement, de son assujettissement aux besoins techniques, économiques extérieurs, qu'elle doit cesser d'être une mosaïque de savoir pragmatique et qu'il faut revenir à un enseignement de ce qui est l'essence de la formation des étudiants, qu'il faut faire une université qui soit une communauté unique, tournée vers ce qui est essentiel. Qu'est-ce qui est essentiel? Dit Heidegger, c'est la philosophie grecque. Je vous simplifie grossièrement le discours. Si un jour vous avez un peu de loisir, je vous recommande la lecture de ce discours que vous trouverez, j'ai donné le lien, je crois que vous le trouverez sur le site de Pierre Macheret, qui fut professeur de philosophie à Lille et qui fut, lorsqu'il était maître de conférence, l'un de mes professeurs à la Sorbonne Nouvelle. Hein. J'ai suivi son cours sur Kant pendant un an, c'était assez extraordinaire, je dois dire. Euh, Et donc, je pense, je ne sais pas si le lien est sur son site, mais il explique ce fameux discours de Heidegger. Hein. Voilà, laissons de côté Heidegger et revenons à la philosophie grecque. Euh, Même si Heidegger était un féru de la philosophie grecque, il faut savoir que le 17 mai 1933, c'était le moment où on livrait, on brûlait en forme d'autodafé les livres de Thomas Mann et les livres de Stefan Zweig, hein, quand même. Hein. Donc le moment n'était pas très bien choisi pour glorifier le Troisième Reich. Hein. Enfin, il y en est revenu assez rapidement. Hein. Il en est revenu assez rapidement. À telle enseigne que d'ailleurs, un professeur que j'ai également eu, qui s'appelle Marcel Conche, a écrit un livre qui s'appelle Heidegger résistant. C'est un peu provoque quand même. C'était un peu provoque quand même. Donc, tout ça pour dire que Heidegger est assez rapidement revenu du nazisme, mais quand même, il a cédé à la tentation. Et il a accepté d'être recteur quand même de l'université de Freiburg. Mais il a démissionné 2 ans plus tard. Donc, voilà pour le facteur intellectuel. C'est un peu comme aujourd'hui. Hein. On a besoin de savoir technique et on a besoin de gens qui soient des techniciens pour l'enseigner. On va dans une faculté de droit, on attend des juristes qui soient des techniciens. Il faut qu'on vous parle de fusion-acquisition, de rachat d'actions dans une société anonyme, de partage de succession, des trucs comme ça, quoi. De liquidation de régime matrimonial. Parce qu'après, vous pensez que vous allez devenir notaire ou avocat, donc il faut que vous sachiez liquider un régime matrimonial, vous sachiez liquider une succession. Hein. Maintenant, est-ce que le rôle de l'université, c'est ça, enseigner des savoirs techniques? Personnellement, je ne sais pas.
J'ai toujours douté de beaucoup de choses et avec l'âge, arrivant dans ma dernière année d'enseignement, je dois dire que le sol se dérobe sous mes pieds et que je ne sais pas trop ce qu'il faut enseigner aux étudiants en droit, ni la manière dont il faut l'enseigner. Par exemple, et c'est juste une aparté, la plupart des enseignants ne veulent pas qu'on enregistre leurs cours. La plupart des enseignants ne veulent pas donner leurs cours écrits aux étudiants. Moi, je donne mon cours écrit aux étudiants et j'enregistre mon cours parce que je n'ai pas envie d'enseigner comme à l'époque de De Molombe. De Molombe, vous savez, c'était le fameux prince de l'exégèse qui était euh, un des plus connus professeurs de droit civil au XIXe siècle. Euh, mais j'ai peut-être tort. Peut-être qu'il faut obliger les étudiants à venir en amphithéâtre, prendre des notes, de préférence par écrit, non pas sur un ordinateur, et ne pas enregistrer des cours pour éviter que leur attention ne soit distraite. Et je vous dis franchement, je n'ai pas de certitude en la matière. Je ne sais pas ce qui est bon. Moi, je pars vous savez, vous connaissez le proverbe que Socrate répète souvent dans les dialogues de Platon, tout est commun entre amis. Ta koinaton philon. Tout est commun entre amis, entre amis. Donc, je mets à la disposition des étudiants ce que j'ai pour essayer de leur faciliter la vie. Quant à savoir si c'est comme ça qu'il faut enseigner ou pas, je suis incapable de répondre à la question. Donc, je fais de façon très empirique en fonction de ce que je sens. Quant à savoir si l'université doit former les gens techniquement ou intellectuellement, il me semble qu'à Paris 2, on est en train de faire un mix qui est assez bienvenu, c'est-à-dire que l'enseignement technique occupe, c'est vrai, une place écrasante, parce que dès que vous parlez de supprimer un cours, n'importe lequel, même s'il y a trois pecnos qui le suivent, le professeur responsable de matière ou le maître de conférence responsable de matière dit, vous n'y pensez pas, supprimez ce cours, c'est hyper important, etc. Bon, voilà. Euh, donc les cours sont maintenus, mais il y a un développement dans certaines filières dès la deuxième année, en plus encore en master, vers des disciplines qui ne sont pas techniques et qui sont destinées à former intellectuellement les étudiants au sens où l'entendait Humboldt, qui a fondé l'université allemande, c'est-à-dire former les gens intellectuels, une formation générale, telle qu'on la conçoit d'ailleurs en Allemagne, hein, même si là aussi le savoir technique comme le déplorait Heidegger, est venu tout inonder. Et c'est l'explication du développement de certains cours, euh, notamment le cours de sociologie du droit, le cours de philosophie du droit et d'autres cours de cette nature. Il y a des cours de sociologie du droit en première année de master, il y en a à deuxième année de master, il y a un cours de philosophie du droit en première année de master, mais il y a aussi un cours de philosophie du droit en licence 2 en anglais, c'est moi qui le fais. Hein. Il y a un cours de philosophie du droit en licence 3 pour les publicistes. Hein. Donc, il y a un développement des matières, enfin, il y a en tout cas un maintien des matières non techniques. Il faut savoir que les cours qui ne sont pas techniques, c'est un must à Paris 2. Le cours de philosophie du droit, en 2017, je l'avais déjà, il y avait 17 étudiants. Aujourd'hui, vous êtes 170. Ça prouve que les étudiants, vous n'êtes pas 170 ici. Mais ça, c'est la rançon du fait que je permets de suivre le cours à distance, qu'il y a les enregistrements et le cours écrit. Vous êtes étudiant en master, vous savez ce que vous devez faire. Hein. Si ça vous emmerde d'assister au cours, vous avez autre chose à faire, vous n'assistez pas au cours. Mais quand on passe de 17 étudiants à 170, ce n'est pas parce que c'est Éric Martin qui fait le cours. Il y a peut-être un peu de ça quand même. C'est-à-dire qu'on sait que je suis sérieux, je fais mon travail sérieusement. Hein. Euh, et je suis supposé être compétent. Mais si demain, et ce sera le cas l'année prochaine, quelqu'un d'autre que Éric Martin enseigne, euh, le cours, je ne sais pas si les effectifs continueront à augmenter parce que c'est 30 étudiants de plus chaque année. Hein. Mais le cours continuera à être populaire, bien que ce soit un cours totalement optionnel, parce que les étudiants ont soif de réfléchir sur l'essence de leur discipline. C'est ça l'explication du succès du cours de philosophie du droit. Hein. Les étudiants veulent réfléchir sur ce qu'ils font. C'est la même chose que les séminaires sur la justice que dispensent Raphaël Théry et Cécile Chenet. Ça a la même fonction. Hein, en master justice, procès et procédure. Ça a la même fonction. Hein, c'est de vous ouvrir l'esprit et de vous former intellectuellement pour que vous ne soyez pas simplement des techniciens.
Donc, le facteur intellectuel, chez les sophistes, ça coïncide un peu à ce développement de la spécialisation auquel on assiste aujourd'hui. L'histoire se répète quelque part. L'histoire se répète. Munich 1938, Munich 2025. L'histoire se répète. Maintenant, parlons dans un grand B des caractéristiques essentielles du mouvement sophistique. Grand B, caractéristiques essentielles du mouvement sophistique. Donc, comme je l'ai déjà dit, mais je me permets d'y revenir quand même rapidement, il ne faut pas se laisser abuser par le terme sophiste. Sophiste a pris une connotation péjorative. C'est un terme qui a pris une connotation péjorative sous les coups de Boutoir, de Socrate, Platon, Isocrate. Isocrate était un orateur athénien très célèbre et qui est considéré comme un modèle en prose attique, hein, qu'on étudie beaucoup dans les années grecques. Isocrate et Aristote. Tous ces gens-là ont taillé des croupières aux sophistes et donc la mauvaise réputation des sophistes est restée. Donc il faut s'abstraire une minute euh, de la connotation péjorative qui enveloppe le terme de sophiste. Dans les dialogues de Platon, la plupart du temps, le terme sophiste est employé dans un sens péjoratif. Pas toujours, mais la plupart du temps. Et il faut revenir parce que parfois il arrive que Platon parle de sophisme en revenant à l'étymologie du mot. Par exemple, le dialogue de Platon qui s'appelle Protagoras, qui met en scène ce fameux grand sophiste qui est Protagoras. Dedans, il y a une discussion sur, et le sous-titre de ce dialogue, c'est I Sophistai, les sophistes. Les sophistes. Et dans ce dialogue, il y a une discussion sur l'art des sophistes, la technique des sophistes, et sur la définition du sophiste. Et à un moment donné, Socrate, que Platon met en scène, distingue les charlatans, en quelque sorte, les mauvais sophistes, et les bons sophistes. Et il dit qu'il y a des bons sophistes, je ne rentre pas dans le détail. Donc, même Platon n'utilise pas toujours le terme sophiste dans un sens péjoratif, mais il le fait souvent. Il y a un dialogue de Platon qui s'appelle le Sophiste, qui est plus tardif que Protagoras, dans lequel Platon, enfin, le personnage qui parle, en fait, qui s'appelle l'étranger d'Élée, Élée, c'est la cité dont je vous parlais tout à l'heure, qui est au sud de l'Italie. Donc, c'est un dialogue qui ne met pas en scène Socrate, mais l'étranger d'Élée. C'est l'étranger d'Élée qui mène la conversation. Et le sophiste, on discute de la définition du sophiste. Le sophiste fait partie de ce qui devait être une trilogie dans l'œuvre de Platon, qui consiste à définir des personnages, le sophiste, le politique et le philosophe. Mais le dialogue, le philosophe n'a jamais pris naissance, il nous est resté le dialogue sur le sophiste et le dialogue sur le politique. Et il s'agit dans les deux cas j'expliquerai ultérieurement pourquoi il n'y a pas eu de dialogue sur le philosophe. Donc, le sophiste et le politique sont destinés à définir d'une part le sophiste et d'autre part le politique. Et dans le dialogue sur le sophiste, le dialogue embraye sur 7 définitions successives du sophiste qui sont toutes aussi péjoratives les unes que les autres, dévalorisantes les unes que les autres. Voilà. Donc, s'il faut bien comprendre, c'est que le terme sophiste, étymologiquement, n'avait pas du tout une connotation péjorative, puisqu'il dérive du mot Sophia, que nous avons déjà rencontré. Et Sophia, en grec, comme vous le savez, ça veut dire savoir, science ou sagesse, d'une part. Je vous ai insisté sur le fait qu'on ne savait pas toujours comment traduire Sophia, par exemple, dans les dialogues de Platon. Et s'il faut traduire par sagesse ou par science, c'est parfois difficile de se déterminer. J'ai relu l'autre jour un dialogue de Platon, je ne me souviens plus lequel, où un des traducteurs utilisait le mot sagesse et l'autre le mot science pour traduire Sophia. Il y a toujours une difficulté, hein.
Donc, ça peut savoir, parce que le sage est quelqu'un qui est savant, hein, pour les Grecs. Voilà l'explication. Et le sage, ça se dit sophos, comme vous le savez. Et sophistes, en fait, c'est un mot, c'est un substantif qui est greffé sur sophos et sur sophia, sophistes. Hein. C'est greffé sur sophos, dérivé de sophos et de sophia. Et donc, j'ai oublié de dire, parce que sophia, ça veut dire savoir ou sagesse, mais ça veut dire aussi habileté, au sens technique du terme. Habileté. Et donc, sophistes, c'est quelqu'un qui est habile. C'est quelqu'un qui est savant en quelque chose, c'est quelqu'un qui est habile en quelque chose. Et en ce sens-là, sophistes a un sens très large. Ça englobe toutes sortes de personnes. Par exemple, dans le dialogue de Platon qui s'appelle Protagoras, Protagoras explique que c'est le premier à se revendiquer haut et fort comme sophiste. Protagoras dit, je suis le premier à me revendiquer haut et fort comme sophiste. Mais il dit, il y avait des sophistes avant moi. Il dit, par exemple, Homère était un sophiste parce qu'il était maître dans l'art poétique. Donc, le mot avait une signification très large, en tout cas relativement large, et c'est le mot a vu son sens se rétrécir au 5e siècle avant Jésus-Christ pour désigner la catégorie de personnes dont je viens de vous parler. Ces gens qui faisaient commerce de leur savoir ou de leur prétendu savoir. Donc le terme en est venu à désigner ce groupe d'hommes qui, attirés par la richesse d'Athènes, se rend à Athènes pour gagner de l'argent en prétendant monnayer un savoir qu'ils ont ou qu'ils n'ont pas. C'est toute la question. Donc en fait, les sophistes, ce sont des maîtres à penser ou des maîtres à parler. On verra tout à l'heure l'importance du discours chez les sophistes. Des professionnels du savoir, un peu comme un accordeur est professionnel du piano. Il en résulte que les sophistes ne sont pas des sages, ce ne sont pas des sophoi. Hein. Ils ne sont pas sages parce que sophos ne se rapporte pas à une profession, mais à un état. Celui qui est sage, il est dans un état, l'état du sage. Tandis que les sophistes, ils exercent une profession. Ils gagnent de l'argent avec leurs leçons. Après, on peut discuter parce que Hegel considère que les sophistes étaient d'authentiques philosophes. Et c'est pour ça qu'il les réhabilite. La réhabilitation des sophistes, elle s'est produite au XIXe siècle avec Hegel. C'est lui qui les a qualifiés de maîtres de la Grèce et qui a soutenu que, que la sophistique était un mouvement philosophique important parce qu'il marquait l'apparition de la subjectivité. Alors qu'avant les sophistes, la pensée philosophique était hantée sur la nature, que l'homme était conçu comme faisant partie de l'univers, c'est ce que dit Héraclite d'Éphèse. Il faut s'abstraire de ses propres pensées, hein, et il faut arrêter d'être enfermé dans sa singularité. Les sophistes, au contraire, ont introduit, dit Hegel, la subjectivité. Mais ils n'ont pas survécu intellectuellement, s'entend, hein, parce que leur subjectivité les a conduits dans de vaines ratiocinations, va on dire. Leur subjectivité les a tournés dans les a enfermés dans de vaines ratiocinations, c'est-à-dire qu'ils ont commencé à tourner en rond à force de soutenir la subjectivité. Ils n'ont pas réussi à progresser. Donc il a fallu que d'autres penseurs leur succèdent, à savoir Socrate, Platon et Aristote. C'est ce que Hegel explique dans ses leçons d'histoire de la philosophie. Cela étant, ce ne sont pas des sages parce qu'ils exercent une profession. On veut bien que Hegel les ait qualifiés de philosophes, mais normalement, le philosophe, dans l'acceptation traditionnelle qu'on en a, c'est quelqu'un qui est amoureux du savoir, qui
manifeste une patiente aspiration à la vérité. Il est en voie de recherche. Le terme philosophe trahit l'idée d'une patiente aspiration à la vérité. Tandis que les sophistes, ce sont des gens qui sont pleins d'eux-mêmes. Ils savent. Ils sont extrêmement confiants sur leurs propres compétences. Chaque fois que Platon met en scène un sophiste, on se dit, le mec, il est vraiment imbuvable, quoi. Quel prétentieux. Hein. Ce sont des gens qui ne doutent de rien. Hein. Le doute est le point de départ de la philosophie, comme le disait Montaigne ou comme l'a souligné Descartes. Euh, les sophistes ne doutent de rien. Ils se considèrent comme détenteurs d'un savoir. Mais un savoir sur quoi, ça on ne sait pas, ça dépend des sophistes. C'est ce que explique Platon dans le Protagoras au début. Socrate interroge un jeune homme qui s'appelle Hippocrate, mais ce n'est pas le médecin, c'est un homonyme. Et ce Hippocrate vient tambouriner à sa porte à 2 heures du matin en disant Protagoras est en ville, Protagoras est en ville, je veux absolument voir Protagoras pour lui donner des mines, de l'argent, pour qu'il me donne ses leçons. Et Socrate lui dit mais oh, calme-toi un peu. D'abord, il est un peu tôt, donc Protagoras ne doit pas être levé, et tu veux payer des sommes considérables à Protagoras, mais pourquoi? Ben, pour apprendre ce que Protagoras sait. Mais qu'est-ce qu'il sait, Protagoras? Et là, on tourne en rond parce que le garçon se fie à la réputation de Protagoras, ce jeune homme, mais il est bien incapable de dire ce que Protagoras enseigne. Il dit, ben, Protagoras est un sophiste. Et donc, Socrate répond, mais c'est quoi un sophiste? Ben, c'est quelqu'un qui est savant, comme son nom l'indique. Et donc, Socrate répond, mais savant en quoi? Par exemple, Socrate dit, si je prends l'exemple d'un peintre, il donne l'exemple d'un peintre, il est savant dans l'art de la peinture, mais ton Protagoras, il est savant en quoi, lui? Et l'autre n'est pas capable de répondre, il dit, peut-être savant dans l'art du discours. Et donc la question qui se pose, c'est si le fait de bien discourir, ça veut dire que ça révèle une connaissance de quelque chose ou pas. Hein. Donc finalement, ils vont voir Protagoras qui explique à Socrate quel est son art, qui lui justifie sa réputation, sachant que Socrate n'est pas nécessairement convaincu. Donc les sophistes, ce sont des techniciens d'une part et des rhéteurs, c'est-à-dire des orateurs de l'autre. Petit 1 des techniciens, petit 1 les sophistes de point des techniciens, petit 2 les sophistes de point des rhéteurs. Donc ils ont un art, mais pas un art au sens artistique, hein. C'est le terme technique qui est intraduisible en français et qui a donné technique. Hein. Leur art, leur techné, comme on dit en grec, euh, consiste à transmettre à leurs élèves un savoir qu'ils se flattent de posséder, mais comme je l'ai dit dès le départ, le sophiste n'aspire pas à la vérité. Donc le savoir qu'ils enseignent à leurs élèves, ce n'est pas un savoir qui porte sur la vérité, c'est un savoir qui porte sur l'apparence, la persuasion. Les sophistes, ce ne sont pas des théoriciens désintéressés. Leur but est d'enseigner un savoir pragmatique qui doit être efficace dans la vie comme une technique professionnelle l'est. Sinon, comment voulez-vous qu'ils monnaient ces leçons? Si demain je passe une annonce sur mon professeur comme en disant je donne des leçons de philosophie du droit, qui va me payer pour lui donner des leçons de philosophie du droit? Sérieux. Mais des leçons de droit civil à quelqu'un qui n'y connaît rien, ça peut se rémunérer. Hein. Donc en fait, il faut un savoir qui serve à quelque chose, qui serve à quelque chose. Hein. Il faut que ce savoir soit aussi efficace qu'une technique professionnelle. Il faut que leurs élèves
maîtrisent l'art du discours comme d'autres maîtrisent la technique des armes, par exemple, hein, ou la boulangerie. Alors, au-delà de ce facteur qui réunit tous les sophistes, le contenu du savoir dispensé par les sophistes n'est pas toujours le même. Il y a des sophistes spécialisés qui enseignent des techniques spécialisées. C'est le cas, par exemple, de Hippias, auquel Platon a consacré un dialogue, et même deux dialogues. Hippias. Donc, lui, il est plutôt pour la connaissance livresque, hein. Il enseigne différents savoirs spécialisés à leurs élèves qui sont de façon assez rébarbative. Un autre sophiste, Prodicos, enseigne la sémiologie. Donc, quand Prodicos apparaît dans un dialogue de Platon, on est sûr qu'il va y avoir une discussion sur le sens d'un terme. Quant à Protagoras, lui, il enseigne Alors, Gorgias enseigne la rhétorique, on y reviendra, l'art du discours. Quant à Protagoras, lui, il prétend avoir un savoir généraliste. Il prétend que c'est ça qui fait sa supériorité sur les autres sophistes. En effet, Protagoras dit qu'il enseigne l'art politique. C'est ce qu'il dit dans Protagoras, le dialogue du même nom. Il enseigne l'art politique, c'est-à-dire l'art d'être un bon citoyen et de bien gouverner ses affaires, aussi bien privées que publiques. L'art d'être un bon citoyen, de bien gouverner ses affaires, aussi bien privées que publiques. Voilà ce qu'enseigne Protagoras. L'art politique. Politiki techné. Et que comme c'est un art important, c'est normal qu'on le paye beaucoup pour ça. Petit 2, les sophistes de point des rhéteurs. Petit 2, les sophistes de point des rhéteurs. Donc, les sophistes prisent l'éloquence et leur réputation repose surtout sur leur art du discours. Leur réputation repose surtout sur l'art du discours. Chaque fois qu'un sophiste intervient dans un dialogue de Platon, il sort de longues tirades pour étourdir son interlocuteur, un peu comme si on était sur un ring de boxe et que le type vous balance un direct pour vous étourdir. C'est exactement ça, hein. D'ailleurs, la comparaison revient dans des dialogues de Platon, hein. Quand tu as des répliques de sophistes, c'est comparé à un direct ou un crochet qui a touché son but, hein, et qui étourdit son adversaire, hein. Donc, il y a une espèce de pugnacité des sophistes dans le discours et ils essayent toujours de noyer leurs interlocuteurs sous de longs discours pour étourdir leurs interlocuteurs et pour les empêcher de se repérer, en fait, hein. Parce que ce qui compte pour les sophistes, c'est de triompher dans le discours. Peu importe la vérité, il faut juste être le plus persuasif possible. Pause de 10 minutes. On peut reprendre, ça va? Donc, toujours dans ce paragraphe 1 consacré à l'univers sophistique, il y a une troisième rubrique, un grand C, qui s'intitule dans le cours Principaux sophistes. C'est en petits caractères. J'ai déjà cité des noms des principaux sophistes dans le chat. Enfin, les deux premiers les plus importants, ce sont Protagoras d'une part et Gorgias de l'autre. Ça, ce sont ceux qui ont la plus haute réputation. Mais il y en a plein d'autres. Paragraphe 2, la pensée sophistique. Après paragraphe 1, l'univers sophistique. Paragraphe 2, la pensée sophistique. Qu'est-ce que je raconte? C'est n'importe quoi, là, pardon. Le mouvement sophistique, paragraphe 1. Paragraphe 2, la pensée sophistique. Paragraphe 1, le mouvement sophistique. Paragraphe 2, la pensée sophistique. Et dans ce paragraphe 2 consacré à la pensée sophistique, nous parlerons de l'univers sophistique, nous y voilà, grand A, puis de la pensée juridique des sophistes dans un grand B. Je n'ose pas dire la philosophie du droit des sophistes, puisque la question de savoir si les sophistes sont de véritables philosophes
ou non est discutée, et que réserve faite de Hegel, généralement, on tend plutôt à leur nier la qualité de philosophe. Mais on leur donne toujours leur place dans un cours d'histoire de la philosophie, d'une façon générale. Donc c'est un peu contradictoire. Donc parlons dans un grand A de l'univers sophistique. Euh, Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que même si je viens de présenter les sophistes comme des gens pragmatiques, hein, dont l'enseignement a été tourné vers une activité pratique. Mais pour autant, ça ne veut pas dire que ce n'étaient pas des penseurs à leur façon. Justement, ce qui est passé à la postérité, c'est que ce sont juste des gens adeptes de raisonnement trompeurs ou captieux euh, qui n'ont aucune pensée digne de ce nom. Quand on traite quelqu'un de sophiste aujourd'hui, c'est dévalorisant. Mais en réalité, la réhabilitation des sophistes à partir du XIXe siècle tente à établir que malgré la tournure pragmatique de leur enseignement, c'étaient réellement des penseurs, même si leur pensée a été dénoncée par Socrate, Platon et Aristote. Donc, évidemment, le problème des sophistes, c'est que ça n'est pas une école, c'est un certain nombre de personnages, mais ils partagent en réalité certaines thèses. Ils partagent en réalité certaines thèses. Il y a certains points qui leur sont quelque part communs et qui constituent cet univers dans lequel ils évoluent. Et ces points sont au nombre de trois. Relativisme tout d'abord, et ici on parlera surtout de Protagoras. Nihilisme ontologique, ensuite, c'est joli hein, comme expression, nihilisme ontologique, c'est-à-dire négation de l'essence, en fait. Hein. Nihilisme ontologique, et là c'est Gorgias qu'on mettra au premier plan, si ce n'est que je pense que sur le nihilisme ontologique, je passerai rapidement, parce que l'expérience m'a appris chaque année que les étudiants trouvent ça trop compliqué et qu'ils n'arrivent pas à retenir, et ce n'est peut-être pas l'essentiel. Donc pour le nihilisme ontologique que professait Gorgias, je me borderai à deux phrases. Et enfin, troisième dénominateur commun à tous les sophistes, qui est une composante de leur univers, c'est l'humanisme. Pas l'humanisme au sens de la Renaissance, mais l'humanisme au sens où leur art, leur science est tournée vers l'homme. Ce qu'ils enseignent, c'est un art ou une science toute humaine, euh, détachée de réalités métaphysiques dans lesquelles se sont complus Aristote et Platon, ou avant eux, Parménide ou Héraclite. Donc, dans ce grand tas consacré à l'univers sophistique, parlons tout d'abord du relativisme, dans un petit 1, relativisme, deux points, Protagoras. Relativisme, deux points, Protagoras. Et ce relativisme s'exprime dans une très célèbre formule que Protagoras avait placée en tête de son ouvrage perdu, bien entendu, comme beaucoup d'ouvrages des présocratiques. Je l'ai déjà expliqué, ça, je pense. Hein. Ils ont été recollés par les ouvrages enfin, les fragments des présocratiques ont été recollés par Diels et Krantz. Hein. Et donc, euh, d'après différents témoignages, Protagoras avait placé une phrase en tête de son ouvrage, phrase que je vais vous citer. Son ouvrage s'intitulait
tantôt la vérité, certains pensent que l'ouvrage s'intitulait La vérité, de la vérité, ou la vérité, mais parfois l'ouvrage de Protagoras, qui est donc perdu, est désigné sous le titre Des discours terrassants, des discours terrassants, ou selon la traduction qu'on préfère, des discours démolisseurs. Parce que le terme grec, c'est katabalonton, et katabalonton en grec, ça veut dire, c'est un participe présent au génitif pluriel d'un verbe qui veut dire abattre un arbre, en fait. C'est un verbe qui est utilisé surtout quand on parle d'abattre un arbre. Donc, comme on l'utilise là comme adjectif à propos des discours, certains ont dit qu'il faut traduire par les discours démolisseurs. C'est plus amusant que les discours terrassants, mais en fait, ça revient au même, hein. Il s'agit de terrasser son adversaire par des discours, hein. Alors, d'autres disent que l'ouvrage en question s'appelait De la vérité. Toujours est-il que la première phrase de cet ouvrage, qui a donné lieu à je ne sais pas combien de traductions, donc je vais essayer de donner une traduction, parce que j'ai la traduction littérale, je sais comment traduire littéralement, mais si je traduis littéralement, vous risquez d'être un peu interloqué. Alors, je vais quand même traduire littéralement et ensuite, je vous donnerai des traductions plus élégantes. Alors, la première partie de la phrase est simple. Euh, L'homme est la mesure de toute chose. L'homme est la mesure de toute chose. L'homme est la mesure de toute chose. Mesure, ça se dit en grec métron, hein, métronome, métro, je ne sais pas trop quoi, hein, métronome, métro. Là, je peux la mettre au tableau. Bam, bam, bam. Attendez, faire un partage d'écran peut-être. Alors, ah, il faut augmenter maintenant la taille, punaise. Comment on augmente la taille ici? Ah, voilà. Ok, ça peut peut-être aller de l'autre côté. Voilà. Alors, voilà, c'est ici, hein. L'homme est la mesure de toute chose. Bon, l'homme, vous savez que ça se dit anthropos, hein, anthropologie. Anthropos, c'est ici, hein. Donc, les mots ne sont pas dans le même ordre que dans une phrase française. L'homme, estine, ça veut dire être en grec. Métron, ça veut dire la mesure. Et pantom crématon, ça veut dire de toute chose. Panton, ça veut dire panthéisme, panthéon, pense ce que vous voulez, hein, d'accord? Donc, ça veut dire tout en grec, hein. Et créma, crématon, ce sont les choses d'une façon générale, en fait, hein. Il y a d'autres termes, hein, pour dire choses en grec, mais enfin, créma, crématon, ça peut vouloir dire aussi richesse, hein, créma, crématon, mais ici, il s'agit des choses d'une façon générale. Donc, l'homme est la mesure de toute chose, et ensuite, le texte dit, virgule, de celles qui sont, qu'elles sont, et de celles qui ne sont pas, qu'elles ne sont pas. Bon, alors tout un bordel, parce que il y a une locution dans ce texte, une préposition qui est os, qui est ici. Et alors, os, on ne sait pas trop comment le traduire. Donc, si on traduit littéralement, la traduction exacte, c'est de celles qui sont qu'elles sont et de celles qui ne sont pas qu'elles ne sont pas. L'homme est la mesure de toute chose, de celles qui sont, il est la mesure de ce qu'elles sont, et de celles qui ne sont pas, il est la mesure de ce qu'elles ne sont pas. C'est ça que ça veut dire, hein. Alors, on traduit plus élégamment, par exemple, je vous donne la traduction de Jacqueline de Romilly. Euh, L'homme est la mesure de toute chose, pour celles qui sont, mesure de leur être, pour celles qui ne sont pas, mesure de leur non-être. L'homme est la mesure de toute chose, pour celles qui sont, pour les choses qui existent donc, mesure de leur être,
pour les choses qui ne sont pas, pour celles qui ne sont pas, mesure de leur non-être. Voilà. Hein. Ça, c'est moins littéral, mais ça correspond à ce que veut dire Protagoras. Alors, cette phrase n'est pas seulement problématique du point de vue de sa traduction, elle est surtout, et c'est plus intéressant, problématique quant à son sens. Parce que qu'est-ce que ça veut dire, ça? L'homme est la mesure de toute chose. Parce que c'est qui l'homme, en fait? Est-ce que c'est l'homme en général dont Protagoras veut parler ou de l'individu? Alors certains disent, qui sont minoritaires, il s'agit de l'homme en général, tandis que la plupart des interprètes prétendent qu'il s'agit de l'individu. Alors, ceux qui prétendent que c'est l'homme en général, c'est par exemple Gomperz, qui était un historien de la philosophie allemande de nationalité du 19e siècle, de la fin du 19e siècle, dit il faut entendre l'homme de façon générale. C'est l'homme en général qui est la mesure de toute chose. En fait, Gomperz donne une interprétation prékantienne de la formule de Protagoras. C'est-à-dire Protagoras aurait préfiguré Kant, en quelque sorte. Parce que vous savez, Kant, je suis passé rapidement sur ce point à propos de Kant, mais il y a plus de développement dans le cours écrit, évidemment, sur le fait que pour Kant, notre raison ne peut légitimement prétendre connaître que les phénomènes, que les choses qui nous apparaissent. Nous ne pouvons pas connaître les choses en soi qui se situent au-delà de l'expérience. Nous ne pouvons pas connaître Dieu, nous ne pouvons pas connaître la liberté, parce que ce sont des concepts qui sont au-delà de l'expérience. Nous pouvons les penser. Et nous pouvons même les penser comme réels s'agissant de la liberté. Je crois avoir dit ça assez rapidement. Mais nous ne pouvons pas les connaître. Et donc, comme Protagoras dit l'homme est la mesure de toute chose, euh, Gomperz dit, en fait, ce que veut dire Protagoras, c'est qu'on ne peut rien connaître que par rapport à nous. L'homme ne peut rien connaître que par rapport à lui. Il est la mesure de toute chose, c'est-à-dire que les choses, il ne les connaît pas en soi, mais par rapport à lui. En fait, sa connaissance est limitée à la sensation. Sa connaissance des objets, elle est dans les rapports des objets à lui-même. Donc, en fait, il ne peut connaître que les phénomènes, ce qui lui apparaît. Mais les choses en soi qui se situent au-delà, il ne peut pas les connaître. Maintenant, l'opinion de Gompert, c'est quand même minoritaire, mais ce n'est pas le seul à avoir soutenu ça, mais il est quand même minoritaire. La plupart des interprètes, qui peuvent se recommander de la tradition de Platon d'ailleurs, considèrent que l'homme mesure, c'est l'individu. C'est-à-dire que ce que Protagoras a voulu dire, c'est que chaque homme est la mesure de toute chose. C'est par exemple, s'il y a du vent qui souffle, moi je le trouve froid, vous le trouvez chaud, et peut-être un tiers ne le trouvera ni chaud ni froid. Et tout le monde a raison, parce que chacun est la mesure de toute chose. Comme le résume Platon par la voix de Socrate dans un dialogue de Platon dont je vous ai déjà parlé, qui est le Théétète, qui porte sur la science. Théétète, c'est le nom d'un des personnages de ce dialogue. Théétète est un jeune mathématicien qui intervient dans ce dialogue. Et donc, euh, comme le dit Platon euh, dans ce dialogue, par la voix de Socrate, euh, est-ce que je l'ai reproduite, la formule? Je l'ai en mémoire, mais j'aimerais bien la reproduire exactement. Telles les choses me paraissent, telles elles sont pour moi. Je vous donne la traduction. Hein. Telles les choses me paraissent, telles elles sont pour moi. Telles elles te paraissent, telles elles sont pour toi. Homme tu es et moi aussi. Et moi aussi, pardon. Homme tu es et moi aussi. Homme tu es. Hein. Yestesh.
You are. Elles me paraissent, telles les choses me paraissent, telles elles sont pour moi. Telles elles te paraissent, telles elles sont pour toi. Homme, tu es, et moi aussi. Donc en fait, ce que veut dire Protagoras, si on s'accorde à ça, ce n'est pas qu'il y ait une chose en soi que nous ne connaîtrions pas, hein. C'est que les choses ne sont rien d'autre que la manière dont chacun les perçoit. Alors ça s'applique au vent, évidemment, ça peut s'appliquer au miel. Le miel, pour certains, est doux, pour d'autres, il est salé ou sucré, et chacun a raison. Mais ça peut s'appliquer à la justice. Telle la justice me semble, telle elle est pour moi. Telle la justice vous semble, telle elle est pour vous. Donc, le relativisme, il s'applique aussi à la justice. Et là, on voit les conséquences qui peuvent être en tirées en philosophie du droit. Cependant, les interprètes, la majorité des interprètes conviennent en s'abritant derrière l'opinion de Platon dans le Théétète notamment, mais cette façon de comprendre la formule de Protagoras sur l'homme-mesure est également celle d'Aristote, il faut l'ajouter, et est encore l'interprétation d'un sceptique de l'Antiquité tardive bien connu qui s'appelle Sextus Empiricus. Peut-être vous avez entendu parler de ce Sextus Empiricus, qui a écrit notamment les hypotyposes pyrrhoniennes. Bon, d'accord, ok. Bon, bref, c'est un sceptique de l'Antiquité tardive, et il parle à un moment donné de ce qui sépare et rapproche les sceptiques des sophistes. Il arrive à la conclusion que les sceptiques et les sophistes, ce n'est pas pareil. Parce que, explique-t-il, ce que veut dire Protagoras, c'est que les choses ne sont rien d'autre que la manière dont on les perçoit chacun d'entre nous. Tandis que sceptique dit, Sextus Empiricus dit, nous les sceptiques, c'est différent. Nous ne prétendons pas que les choses sont telles qu'elles nous apparaissent, ni que les choses ne sont telles qu'elles ne nous apparaissent pas. Nous ne disons rien, nous ne savons pas. C'est pour ça que nous sommes sceptiques. En fait, dit-il, les sophistes sont des dogmatiques. Ils sont proches de nous, mais ce sont des dogmatiques. Parce que lorsqu'il dit que les choses sont telles qu'elles nous apparaissent, lorsque Protagoras dit quelque chose comme ça, c'est un dogmatique en fait, parce qu'il affirme quelque chose. Tandis que nous, les sceptiques, nous suspendons notre jugement, nous pratiquons l'époquée, comme on dit en grec. Nous suspendons notre jugement. Donc nous ne savons pas. Nous ne savons pas si les choses sont telles qu'elles nous apparaissent ou si elles ne sont pas telles qu'elles nous apparaissent. Nous n'en savons rien. Une tour que nous voyons au loin, elle peut paraître carrée à certains, elle peut paraître circulaire à d'autres. Les sens sont trompeurs. Mais ce qu'il faut déduire du fait que les sens sont trompeurs, c'est non pas que les choses sont telles qu'elles nous apparaissent à chacun d'entre nous. Ce qu'il faut déduire, c'est que nous ne savons pas. Nous ne devons pas nous prononcer sur les choses. Parce que tant qu'on commence à vouloir dire ce que sont les choses en réalité ou en apparence, dit Sextus Empiricus, c'est là que les emmerdements commencent. C'est là qu'on est troublé. Hein, parce que le sage, forcément, toutes les philosophies d'Antiquité sont tournées vers la sagesse. Je laisse de côté les sophistes qui ne sont pas vraiment des philosophies, mais les autres philosophies sont tournées vers la sagesse. Donc le sceptique, il trouve sa sagesse dans le fait qu'il ne faut pas qu'il soit perturbé. Il cherche l'ataraxie, l'absence de trouble, comme on dit en grec. Taraxie, c'est le trouble en grec. L'ataraxie, c'est l'absence de trouble. Hein? Ataraxie, A privatif. Donc, il cherche l'ataraxie, et l'ataraxie, ça consiste à ne pas être troublé par les choses qui nous entourent. Or, les choses qui nous entourent, elles nous troublent parce qu'on ne sait pas comment elles sont, en fait. Et donc, on s'angoisse, on se prend la tête euh, pour essayer de déterminer comment sont les choses, si elles sont telles qu'elles nous apparaissent ou s'il y a autre chose, etc. Et justement, le sceptique, il tire sa sagesse du fait qu'il ne sait pas comment sont les choses, il a acté le fait qu'il ne sait pas comment sont les choses. Et comme le peintre Appel, qui voulait, peut-être je vous ai donné cet exemple, il voulait peindre l'écume d'un cheval sur une toile. Et il n'arrivait pas à peindre l'écume d'un cheval sur une toile. Donc il était énervé
et finalement, il a jeté son éponge sur la toile, et comme ça, l'écume du cheval est apparue. Hein. Et donc, comme les sceptiques disent, en fait, une fois qu'on a compris qu'on ne peut pas déterminer, que les choses sont indéterminables, insaisissables, indéterminables, eh bien, à ce moment-là, survient la sagesse automatiquement. Et survient la sérénité, la sagesse automatiquement. C'est la conséquence du fait que nous avons compris que nous n'avons pas compris, en fait. Après, les sceptiques, ce ne sont pas des gens qui disent c'est foutu, c'est mort. Ils disent nous, on veut bien chercher à comprendre, mais jusqu'à présent, on n'a pas compris. Et on ne se laisse pas troubler par le fait qu'on n'a pas compris. On n'est pas angoissé. On continue à chercher, en fait. Mais jusqu'à preuve du contraire, personne n'a su. Enfin, c'est un peu faux cul, quoi. On continue à chercher, mais on ne trouvera jamais, en fait. Hein. C'est ça que ça veut dire. Hein. Donc, les sceptiques, les sophistes ne sont pas des sceptiques. Protagoras n'est pas un sceptique. Il est proche des sceptiques, mais il n'est pas sceptique parce que pour lui, les choses sont réellement telles qu'elles apparaissent à chacun d'entre nous. Tandis que le sceptique, il ne se prononce pas. En tout cas, le sceptique puriste, le sceptique nihiliste, comme on l'appelle. Le sceptique nihiliste, parce qu'il y a des sceptiques soft et des sceptiques hard. Hein. Les sceptiques phénoménistes, c'est ceux qui doutent simplement que les choses soient telles qu'elles nous apparaissent. Puis il y a le sceptique nihiliste, pur et dur, alors lui, il ne croit rien, il n'y a rien. Sextus Empiricus, c'était plutôt un sceptique dur, un sceptique nihiliste. Montaigne aussi. Hein. Tandis que Hume est plutôt un sceptique phénoméniste. Voilà. Donc, parce que le scepticisme, hein, c'est un peu comme le stoïcisme. Il y a eu les sceptiques grecs, et puis après, il y a les sceptiques modernes, comme Montaigne, et puis comme Hume, hein, ou comme Nietzsche. Le plus grand sceptique moderne, c'est Nietzsche. Hein. Donc, ce que veut donc dire Protagoras, c'est que les choses sont telles qu'elles nous apparaissent à chacun d'entre nous. Donc, évidemment, à ce moment-là vient l'objection euh, de Socrate dans le dialogue le thé-et-tête. Il ne dialogue pas avec Protagoras parce qu'au moment où le dialogue le thé-et-tête se passe, vous savez que les dialogues de Platon, ce sont des œuvres de fiction, hein, mais elles sont toujours conçues de manière à être réalistes, pour qu'elles soient plus convaincantes. Donc, le moment où Platon place son dialogue, Protagoras est mort en réalité. Protagoras est mort, donc il ne peut pas se défendre contre les critiques de Socrate. Mais Socrate va se faire en quelque sorte le porte-parole de Protagoras pour le défendre face à ses propres critiques. Et la critique que Socrate adresse à Protagoras, quant à sa formule de l'homme mesure, l'homme est la mesure de toute chose, il dit mais je ne vois pas très bien ce que Protagoras veut dire s'il ne se moque pas du monde. Parce qu'en fait, Protagoras est un type qui s'en met plein les fouilles, qui donne des leçons aux gens et qui en tire beaucoup de prestige et d'argent, parce qu'il est supposé savoir quelque chose de plus que les autres. Mais s'il dit que l'homme est la mesure de toute chose, ça veut dire que personne n'est plus savant qu'un autre. Chacun est savant à sa façon. Et Socrate ajoute, même le babouin est savant. Je vais parler du babouin. Non, je ne vais pas parler du babouin. En fait, le babouin dans le texte grec, c'est cynocéphale. Cynocéphale, ça veut dire tête de chien. Donc, ce sont ces singes, vous savez, qui ont un museau allongé comme ça. Hein. Euh, 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 on les appelle dog-nosed baboon en anglais. Hein. Donc, ils ont un nom-nez comme ça. Et on les appelle cynocéphales, ça c'est le nom scientifique, mais on les appelle plus communément babouins pour la raison suivante, c'est que Buffon, qui était, comme vous savez, le fondateur des sciences naturelles au XVIIIe siècle, avait entrepris une classification des espèces. Et donc, il avait entrepris de classifier les singes. Or, il y avait un singe qui était cynocéphale, et par ailleurs, Buffon connaissait un type qui ne pouvait pas saquer, qui s'appelait babouin. Donc, il a donné le nom babouin à ces singes. C'est vrai, hein. C'est véridique. Donc, euh, euh, Socrate dit mais l'objection qu'on peut adresser à Protagoras, c'est qu'il s'enferme dans une autoréfutation. Il s'enferme dans une autoréfutation parce que dans la mesure où chaque homme
est la mesure de la vérité, le critère de la vérité. Euh, il n'y a pas de vérité en soi, chaque homme est la mesure de la vérité, chaque homme est la mesure de toute chose, et donc le babouin aussi est la mesure de toute chose, ou le tétard de grenouille, il donne un autre exemple. Et donc pourquoi Protagoras ramasse-t-il de l'argent en donnant des leçons en prétendant qu'il est plus savant que les autres, puisque tout le monde en sait autant que lui. Donc Protagoras s'enferme dans une auto-réfutation. Et à ce moment-là, Socrate, donc il y a des gens qui participent au dialogue et qui disent, mais écoute, Socrate, il faut défendre Protagoras, il est mort, il n'est plus là pour se défendre. Donc Socrate imite Protagoras en faisant une espèce de discours sentencieux et solennel à la manière de Protagoras. Et voilà ce que Protagoras répondrait. Et Protagoras répondrait, écoute Socrate, je te trouve très impoli et très impertinent et pas du tout fair de me comparer à un babouin. Ce n'est pas du tout ça. Lorsque je dis que l'homme est la mesure de toute chose, c'est vrai que j'abolis la vérité. J'abolis la vérité. Il n'y a pas de vérité en soi, puisque la vérité est la mesure de chacun. Mais je n'abolis pas la sagesse. Je n'abolis pas la sagesse parce que même s'il n'y a pas de vérité absolue, même s'il n'y a pas de vérité en soi, il y a quand même des choses qui sont meilleures que d'autres. Il y a quand même des choses qui sont meilleures que d'autres. Et c'est notre rôle à nous, les sophistes, de conseiller ce qui est mieux que d'autres choses. Nous sommes un peu comme des médecins qui conseillent des remèdes aux patients pour qu'ils aillent mieux. Même s'il n'y a pas de vérité en soi, il y a des choses qui, de point de vue de l'utilité de l'homme, sont meilleures que d'autres choses. Par exemple, si on a du cholestérol, il ne faut pas se bourrer de chocolat ou de crème fraîche. Voilà, c'est ça que ça veut dire en fait. Et c'est assez important la réplique que Socrate met dans la réponse de Protagoras dans le Théétète, parce que à ce moment-là, Protagoras bifurque sur un homme social. C'est-à-dire, il dit oui, l'homme, c'est chaque individu, mais c'est l'homme dans la société. Hein. Et donc, le rôle du sophiste, c'est de conseiller à l'homme en tant qu'être social ce qui est bon pour lui. C'est de conseiller euh, le législateur pour qu'il fasse des lois qui soient dans l'utilité commune de la cité. Certes, il n'y a pas de vérité en soi, et donc, s'il n'y a pas de vérité en soi, on reviendra là-dessus, il n'y a pas de justice en soi. La justice se confond avec la légalité et juste ce que le législateur décrète tel dans une loi. Oui, oui. Euh, non, il fait parler Protagoras. Ce n'est pas, il fait parler Protagoras, mais ce n'est pas sa pensée à lui. Mais de toute façon, Socrate ne sait rien, comme vous le savez, hein, par définition même. Donc lui, il est là pour accoucher l'esprit des autres, et il explique justement dans le Théétète, c'est le dialogue de Platon dans lequel la notion de maïeutique socratique, sur laquelle on reviendra, est le plus développée. Il explique que lui est stérile, il n'enfante pas de pensée, qu'il enfante des pensées chez les autres, mais qu'il a l'art, comme sa mère qui était accoucheuse, de trier les bonnes pensées des mauvaises. Enfin, il a un art supérieur à sa mère qui était accoucheuse parce qu'il peut trier les pensées mornées des pensées qui sont destinées à prospérer parce que ce sont des bonnes pensées. Donc, Socrate, mais enfin, c'est un peu faux cul comme toujours dans les dialogues de Platon, c'est-à-dire Socrate, c'est le genre je ne sais rien, mais en réalité, les dialogues de Platon, c'est quand même l'enseignement de Socrate ou l'enseignement de Platon, parce qu'il est difficile de démêler ce qui est de Platon et ce qui est de Socrate, puisque Socrate n'a rien écrit. C'est comme Jésus. On ne sait pas ce qu'il disait en fait. Hein. Mais les dialogues de Platon mettent souvent en scène, pas toujours, mais souvent en scène Socrate. Euh, et lorsque Socrate intervient, euh, il est supposé ne rien savoir, mais il amène petit à petit ses interlocuteurs à reconnaître certaines vérités. Mais donc ces vérités, il les connaissait, puisqu'il amène ses interlocuteurs à les reconnaître. Donc, officiellement, il ne sait rien, mais en réalité, il est détenteur d'un savoir. C'est une habileté rhétorique de dire qu'il ne sait rien. Toujours est-il que pour revenir à Protagoras, c'est à ce moment-là qu'il apporte une nuance implicitement par la voix de Socrate, qui est son porte-parole en quelque sorte à ce moment-là du dialogue,
au fait que l'homme, au sens de l'homme et la mesure de toute chose, c'est l'individu. C'est l'individu, certes, mais dans la société. Et donc, euh, les lois sont certes justes dès lors qu'elles sont édictées. On ne peut pas contester une loi au nom d'une justice supérieure, il n'y en a pas. Hein. Les lois justes sont celles qui sont en vigueur, c'est vrai, mais le rôle du sophiste, et c'est pour ça qu'il doit être grassement rémunéré, c'est de conseiller aux législateurs des lois qui soient prises pour l'utilité commune de la cité, de conseiller pragmatiquement des lois qui soient pour l'utilité commune de la société, de la même mesure qu'il conseille aux citoyens ce qui est utile pour lui, individuellement. Hein. Et donc, certes, euh, Protagoras supprime la vérité avec sa formule de l'homme-mesure, mais il ne supprime pas la sagesse. Il conçoit la sagesse comme quelque chose de pragmatique, comme l'utilité de l'individu et de la communauté politique. Voilà ce qu'il explique. C'est-à-dire qu'il substitue à la recherche spéculative, métaphysique d'un vrai en soi, et donc d'une justice en soi, il substitue la recherche de valeurs empiriques, pragmatiques, qui sont rattachées à l'utilité commune, à l'utilité de la cité. Voilà. Mais évidemment, si chacun a sa vérité, et donc s'il n'y a pas de vérité en soi, ce qui apparaît au premier plan comme important, et c'est le cas chez tous les sophistes, notamment chez Gorgias dont on parlera tout à l'heure, c'est l'importance du discours. L'importance du discours. L'important n'est plus de dire la vérité, l'important c'est de convaincre son auditoire. Et comme le dit Diogène Laërce dans le chapitre qui consacre à Protagoras, il discutait sur la lettre des mots au détriment du sens. Et il a donné naissance à ce qu'on appelle l'éristique. Vous savez, cette dispute sur les mots. Ce discours qui consiste juste dans une dispute sur les mots. Ce fut le fondateur de l'éristique. Il était prêt à disputer sur quelque manière que ce soit et à soutenir une chose et son contraire. Le langage est désormais ce qui permet de communiquer avec autrui. Il n'y a pas de vérité, donc on a un langage qui est détaché de la vérité. Et donc, ce qui importe, c'est la puissance du langage, la faculté de conviction de celui qui tient un discours. Et ça nous amène justement au nihilisme ontologique de Gorgias, petit 2, nihilisme ontologique de point Gorgias. Mais là, je vais être rapide parce que si j'essaye de vous expliquer ça, vous n'allez pas comprendre. Je vous le mets dans le chat. Nihil, ça veut dire rien en grec. Et l'ontologie, c'est la science qui traite de l'être en soi, de l'être en lui-même. Donc en fait, ce que Gorgias enseigne avec des subtilités, lui non plus, on a conservé que des extraits, on peut plutôt des citations de lui. Hein. Mais ce qu'il soutient, c'est qu'il y a une dissociation entre la pensée et l'être. Il y a un divorce entre la pensée et l'être. C'est-à-dire que la pensée humaine ne peut pas atteindre l'être. Et donc, comme il y a un divorce entre la pensée et l'être, en ce sens que les attributs qu'on donne à tel ou tel objet, euh, on ne peut pas donner des attributs à tel objet parce que
on peut très bien donner les attributs contraires. Il n'y a pas d'attributs par lequel on puisse déterminer un sujet. En fait. Les attributs sont divers. Et donc, il y a un divorce entre la pensée et l'être, c'est-à-dire ce que nous pensons ne correspond pas à ce qu'une chose est en réalité. Et donc, s'il y a un divorce entre la pensée et l'être, ça veut dire que la pensée qui s'exprime par le discours ne doit pas se rapporter à l'être, ne doit pas se rapporter à la vérité. Et donc, le, euh, le nihilisme ontologique de Gorgias débouche sur une autonomie du discours par rapport à la réalité. La pensée n'a pas affaire à l'être, à la réalité. La pensée s'exprime par un discours et le discours se suffit à lui-même. Donc, il y a une autonomie du discours et Gorgias se présentait comme un maître de rhétorique, un maître de l'art du discours. Lorsque Platon, enfin Socrate plus exactement, interroge Gorgias sur son art, dans le fameux dialogue de Platon qui s'appelle le Gorgias, donc c'est pareil, il va chez Gorgias avec quelqu'un, parce que quelqu'un lui a dit Gorgias est en ville, il faut absolument le voir, parce qu'il faut savoir que Gorgias n'était pas originaire d'Athènes, pas plus que Protagoras. Protagoras était originaire d'Abdère, une autre ville grecque au nord d'Athènes. Quant à Gorgias, il était originaire de Sicile, de Léontinoi. Léontinoi était une colonie grecque en Sicile. Et donc ces gens-là viennent à Athènes parce qu'ils sont attirés par le prestige d'Athènes. Donc Gorgias est à Athènes, donc il faut absolument aller le voir. Et donc Socrate vient voir Gorgias pour l'interroger sur quel est son art qui fait sa réputation, qui a franchi les frontières, si je puis dire. Enfin, pas les frontières en l'occurrence, puisque les colonies grecques étaient grecques par définition même, mais qui a franchi les mers, dirons-nous. Hein. Et donc Gorgias répond, eh bien, écoute, Socrate, bien volontiers, je t'enseigne, je vais te renseigner sur ce qui fait ma supériorité et qui fait que tout le monde m'admire. J'enseigne la rhétorique, l'art du discours. Et la rhétorique est un art merveilleux parce qu'il permet de discourir sur n'importe quoi en l'emportant sur les gens compétents. Par exemple, suppose que un de mes élèves, ayant appris la rhétorique, soit en concurrence avec un médecin devant un auditoire, il va l'emporter sur le médecin dans le discours, même s'il ne connaît rien à la médecine, parce qu'il détient l'art du discours. Après, Gorgias dit, attention, moi, je me contente d'enseigner l'art du discours, je ne suis pas responsable si après on fait un mauvais usage de l'art que j'enseigne. Je suis comme un prévôt fédéral de boxe anglaise, en fait, en quelque sorte, il dit un truc dans ce goût-là. Je suis comme un type qui enseigne les sports de combat, le Krav Maga ou la boxe anglaise, ce que vous voulez. Moi, j'enseigne une technique de combat, mais après, si le mec en profite pour déchirer un mec dans la rue, j'y suis pour rien. Hein. Je n'endosse pas les responsabilités. Parce que l'art du discours chez les sophistes, c'est souvent comparé à un sport de combat, en fait. Hein. Donc, il y a plusieurs formules comme ça dans les dialogues de Platon. Donc, voilà. Et évidemment, vous voyez que c'est très actuel. Le discours qui tente à la persuasion et non pas à la vérité, c'est une tendance très contemporaine. Hein, parce que c'est encouragé maintenant avec l'essor des médias et des réseaux sociaux, bien évidemment. Donc, M. Trump peut dire que l'Ukraine a déclaré la guerre à la Russie, que Zelensky est repoussé par la majorité des Ukrainiens et que les États-Unis ont versé plus d'argent à l'Ukraine que les Européens, toutes choses qui sont parfaitement inexactes et qui sont parfaitement fallacieuses. Et il le sait, ou alors il est atteint de sénilité mentale, ce qui est tout à fait possible, et il ne le sait pas. Et dans les deux cas, ce qui compte, c'est le discours qu'il a fait. Chacun sa vérité, n'est-ce pas? C'est l'autonomie du discours, c'est très actuel en fait. Les sophistes sont parmi nous. Les sophistes sont dans les relations internationales, les sophistes sont en France. Je ne vais pas citer de nom parce que je ne veux encore ne pas me faire des amis. Mais enfin, vous avez tous compris à qui je pense. Hein. À quelle personne au pluriel je peux penser. Hein. Les sophistes sont là. Hein. Et l'art du discours aujourd'hui se trouve renforcé par le fait que certaines personnes ont accès aux médias et s'en servent abondamment. Il ne se passe pas un jour
sans que les représentants de tel ou tel mouvement ou de tel ou tel parti soient invités sur les réseaux, soient invités dans les médias pour tenir leur discours mensonger quand même. Et il n'y a jamais personne pour leur donner la réplique. Alors, petit 3, après relativisme, Protagoras, nihilisme ontologique, Gorgias, petit 3, humanisme. Donc la pensée sophistique a pour centre de sa spéculation l'homme. C'est pour ça qu'on peut parler d'un humanisme. Pas d'un humanisme au sens de la Renaissance, d'un humanisme lato sensu. Les seules choses dont l'homme doit s'occuper, ce sont les choses humaines. Fini les abstractions métaphysiques, fini les formes intelligibles. Il y avait déjà des partisans des formes intelligibles avant Platon, par exemple le fameux Parménide d'Élée dont j'ai parlé tout à l'heure. Fini les spéculations métaphysiques comme celle d'Héraclite. Il faut s'intéresser aux choses humaines et uniquement aux choses humaines. Et ça explique l'agnosticisme de Protagoras. Vous savez, hein, des dieux, je ne puis dire s'ils sont, ni quels ils sont. Des dieux, je ne puis dire s'ils sont, ni quels ils sont. Beaucoup d'obstacles m'en empêchent. C'est une phrase célèbre qui est répétée par plusieurs commentateurs de Protagoras. Donc, il disait qu'il ne pouvait pas se prononcer sur l'existence des dieux, ni sur ce qu'étaient les dieux. Donc, il professait un agnosticisme qui lui a valu de sérieux ennuis à Athènes ensuite. Hein. Pourquoi? Parce que les dieux, ce ne sont pas des choses humaines. Ce n'est pas le centre de ses préoccupations. Donc, les sophistes dispensent un enseignement destiné à la vie pratique de l'homme, pas des spéculations intellectuelles. Mais il faut comprendre que la pensée sophistique n'est pas une pensée uniquement destructrice. Hein. En fait, la pensée sophistique, elle est comme le dieu de Janus. Elle a un versant positif et un versant négatif. Le versant négatif, c'est de faire table rase de la métaphysique. Mais une fois qu'on a fait table rase de la métaphysique, les sophistes voulaient reconstruire une pensée centrée autour de l'homme. Donc, comme le dieu Janus, la pensée sophistique a deux phases. Le seul problème, c'est que de l'aspect positif de la pensée sophistique, nous n'avons que des fragments. Nous n'avons pas d'œuvre complète. Les dialogues de Platon, on a tous les dialogues, pratiquement. Hein. Les œuvres d'Aristote, on a ses notes de cours. Mais les sophistes, on n'a pratiquement rien conservé. Donc leur construction intellectuelle, nous ne l'avons pas. En revanche, leur volonté d'abolir la métaphysique, de détruire la métaphysique, ça, on est renseigné là-dessus à cause des attaques de Platon et d'Aristote. Donc ce que l'histoire a retenu des sophistes, c'est l'aspect négatif de leur pensée. La face Karcher, si vous préférez. Hein. Mais la face cachée, on ne l'a pas. On a juste des indices sur la pensée qu'ils voulaient développer positivement. On a des illustrations de ces indices euh, euh, d'une pensée positive qui voulait euh, substituer un bien commun à la vérité métaphysique qu'ils avaient détrônée. Grand B, la sophistique et le droit. Alors, dans le cours écrit, tout ça est beaucoup plus développé, bien sûr, mais ce qui compte pour l'examen, je vous le rappelle, c'est le cours oral. Grand B, la sophistique et le droit. Donc, cet humanisme, il débouche chez les sophistes sur une autonomie de l'être humain. C'est-à-dire que l'être humain n'est pas
considéré comme hanté sur une philosophie de la nature, comme chez Héraclite d'Éphèse, on tombe dans la subjectivité, au sens où Hegel l'entendra, dans l'affirmation de l'autonomie de l'être humain. Et ça se manifeste dans le domaine de la politique et du droit par deux aspects saillants et qui sont liés l'un avec l'autre. Tout d'abord, l'opposition entre loi et nature. Attention aux termes que j'utilise. Je n'ai pas dit l'opposition entre la loi humaine et la loi naturelle. Je n'ai pas dit ça. J'ai dit l'opposition entre la loi et la nature. En d'autres termes, si vous voulez, je résume en un mot. Pour les sophistes, il n'y a pas d'autre droit que les lois civiles, les lois humaines. Il n'y a pas de droit en dehors. C'est pour ça qu'on peut les considérer, et c'est ce que nous soulignerons dans un petit 2, comme les précurseurs du positivisme juridique moderne. Les précurseurs du positivisme juridique moderne. Bien entendu, quand je traite les sophistes de positivistes juridiques, je fais un anachronisme énorme. Parce que le positivisme juridique, c'est, comme je vous l'ai expliqué dans l'introduction générale à ce cours, un mouvement de pensée qui s'est développé au XIXe siècle. Et c'est à partir de ce moment-là qu'on a utilisé le mot de positivisme. Donc, prétendre appliquer le terme de positivisme à Hobbes, philosophe du XVIIe siècle, ou aux sophistes, penseurs du Ve siècle, c'est pratiquer l'anachronisme. Mais ce qui est intéressant dans l'étude de la pensée grecque et ce que montre l'étude de la sophistique, c'est que les ferments du positivisme juridique moderne se trouvaient déjà renfermés dans la pensée sophistique. On n'a pas apporté grand-chose à l'époque moderne, sauf bien évidemment que les sophistes n'auraient jamais songé à se qualifier eux-mêmes de positivistes juridiques, puisqu'ils ne connaissaient même pas l'expression. Donc, je pense que c'est l'heure, non? Non? Yes, on a même dépassé 2 minutes, excusez-moi. Donc, on se donne rendez-vous lundi prochain pour la suite. Merci de votre patience. Ça va, c'est clair, vous avez compris, non? OK. Au revoir. Au revoir.